Y a-t-il plus belle fonction que d'enseigner, transmettre, éduquer ? Pendant des décennies, le professeur, l'instituteur était le notable du village avec monsieur le maire et monsieur le curé. Aujourd'hui, l'éducation nationale a du mal à recruter les enseignants dont elle a besoin. Alors pourquoi un métier naguère si valorisé est-il aujourd'hui si peu attractif ? Dominique Reich, bonjour. Cela fait plus de 30 ans que vous êtes enseignant, professeur de français et d'histoire-géographie dans les quartiers nord de Marseille, des quartiers qui sont tristement célèbres pour leurs problèmes sociaux et judiciaires, mais des quartiers et un métier que vous aimez. Vous l'avez exprimé plusieurs fois dans de petits livres pleins d'humour et de tendresse publiés aux éditions Autrement. Et voici qu'une bande dessinée vous est consacrée, ainsi qu'à vos élèves, une BD intitulée « Le plus beau métier du monde » aux éditions Vuibert. Pourtant, Dominique Reich, à l'heure où vous publiez cette BD avec ce beau titre « Le plus beau métier du monde », un de vos confrères, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Monsieur le Prof, publie, lui, un livre intitulé « L'ex plus beau métier du monde ». Et lui jette l'éponge en quittant l'enseignement national. Alors, que faut-il comprendre ? Qui faut-il croire ? Moi, je ne jette pas l'éponge, déjà. Après, je n'ai pas encore lu le livre de ce monsieur, mais je peux tout à fait comprendre, parce que ça peut être un métier extrêmement difficile. Moi, j'ai des conditions un petit peu particulières, c'est-à-dire que j'étais dans de bonnes conditions, parce que j'étais dans les quartiers nord de Marseille, là où c'est très difficile, mais sans plaisanter, mais les bonnes conditions viennent du fait que j'avais des petits effectifs. J'étais dans un petit lycée, et avec des petits effectifs, ça n'a rien à voir avec des grosses classes. Oui. Petits effectifs. Alors c'est une quinzaine d'élèves. Par exemple, j'ai des sections en CAP avec des jeunes qui préparent un CAP maçon. Alors c'est option grande gueule, gros bras, mais je préfère en avoir 15 que 30, 32, 33 sixième où je saurais pas trop faire, je crois. J'aime bien avoir des petits effectifs. Donc, et tout est là. Je pense que là, c'est pas pour faire la politique, mais le jour où on augmentera le nombre de profs et on baissera les effectifs en classe, tout ira mieux. Vous êtes là avec moi. Vous n'êtes pas en cours. Non. C'est dû à quelque chose, on peut le dire. Ça y est. Pour la première fois, vous ne faites pas votre rentrée. Pour la première fois, au moins, je ne fais pas ma rentrée parce que je suis en retraite, depuis quelques jours, donc. Et ça fait très, très bizarre, mais c'est en même temps agréable parce qu'après avoir passé 30 ans dans le quartier nord, c'est vrai que même si je me suis vraiment régalé pendant 30 ans, c'est bien aussi de se poser un petit peu. En même temps, ce qui est aussi étrange, c'est que je sors du rythme scolaire n'ayant connu que cela. Depuis que je suis né, mon père était instituteur à Baznier, un petit village dans les Vosges, et je suis né dans l'école, donc j'ai appris à marcher entre les tables, et puis après ça s'est enchaîné, et je voulais évidemment faire comme papa, et je voulais être instituteur, après j'ai voulu être prof, et tout s'est enchaîné avec la fac, pionica, mon père est mort quand j'étais très très jeune, donc après j'étais pion pour me payer mes études, même si ma mère était là, bien sûr, mais c'était un petit peu difficile financièrement. Donc après j'ai enchaîné, pion et prof, et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire il y a 62 ans, 60 ans. Vous avez été vraiment, je dirais, élevé dans cet idéal du prof de la République. Ah oui. La beauté et l'honneur de ce métier d'être instituteur. Professeur. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon père a été muté dans ce petit village parce que lui, en fait, il allait à la messe. Et il y avait un problème, justement, dans ces petits villages-là. Avant, il y avait un instituteur qui n'allait pas à la messe et qui, tout à fait par hasard, il se trouve qu'il frappait les élèves. C'était très difficile. Et donc, il a été viré, ce qui est tellement possible aujourd'hui, mais il a été viré et mon père était appelé parce que justement lui était croyant, mais école républicaine, mais il allait à la messe. Donc c'est lui qui a un peu arrangé les choses et s'est retrouvé en poste dans ce petit village et il a passé une vingtaine d'années et je suis né, et il a épousé d'ailleurs une fille de ce village-là et je suis né comme ça. Alors vous avez fait un peu tous les métiers, vous nous avez dit au début pion. Alors pion, oui, c'est surveillant d'externat et maître d'internat, ce que j'ai adoré aussi, parce que s'occuper des jeunes qui arrivent le dimanche soir, qui n'ont pas le moral parce qu'ils habitent loin, et maître d'internat, on a vraiment un contact extraordinaire avec les jeunes, parce que le dimanche soir, personne n'a envie de dormir dans un dortoir. Et donc là aussi, c'était vraiment, vraiment super, de bons contacts humains et tout. Et après, surveillant d'externat,
internat, etc. Et après, ensuite, donc, professeur. Et vous, Ouais. vos spécialités, c'était professeur de français? Alors moi, je suis professeur de français, histoire, géographie, éducation civique et morale. Voilà, une grande casquette. De grands sujets qui sont très, très importants. Ah oui, donc, c'est sûr. on verra ça, on en regardera Bien un sûr. petit peu plus en détail. Bien Mais sûr. alors, Dominique Reich, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que vous avez passé 30 ans Ouais. dans les quartiers nord Ouais. de Marseille, qui Ouais. sont les quartiers difficiles. Ah ouais. Vraiment, enfin, c'est pas Ouais. une réputation, c'est les quartiers Bien difficiles. sûr. Vous étiez dans quel quartier exactement? Alors le quartier de la Castellane, c'est Le fameux quartier de Zidane, si je ne c'est le m'abuse. quartier Zidane, bien sûr. Oui. C'est là où Il il a était grandi. d'ailleurs dans mon lycée. C'est le lycée Saint-Henri. Vous l'avez eu comme élève? Non, je l'ai pas eu. Je suis un peu. Non, j'ai pas eu le cas. Il est venu à Saint-Henri, mais je suis arrivé. Je crois que c'était 3-4 ans après qu'il soit sorti. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes toujours resté dans ces quartiers nord? Parce que j'imagine que vous auriez pu, avec l'expérience, l'ancienneté, être muté dans des quartiers moins difficiles. Alors j'ai enseigné dans des quartiers un peu moins difficiles. J'ai enseigné à Lille, un petit peu à Nice, que c'était un peu difficile. Mais en fait, quand j'ai mis le doigt là-dedans, je me suis dit que c'était passionnant et vraiment utile, parce que ces gamins ont besoin de tout, notamment ceux qui arrivent du bout du monde, les immigrés clandestins, qui ont souffert, qui ont des blessures morales et physiques, et qui ont traversé l'Afrique, la Méditerranée dans des conditions épouvantables. Et nous, pour beaucoup d'entre eux, on les reçoit dans nos classes. Et alors, donc le contact avec ces jeunes-là, c'est extraordinaire, parce que vraiment, ils ont tout vécu, et ils ont besoin évidemment de chaleur humaine. Parfois, je posais une main sur ceux qui arrivent comme ça, mais qui sont vraiment traumatisés. Poser une main pour rassurer un élève, pour lui dire bon, t'inquiète pas, tout va bien, je suis pas là pour t'embêter et tout. Il y a toujours le réflexe presque de répulsion. Je vais me faire frapper, ou je sais pas quoi. Donc c'est des fois des situations qui sont terribles. Et puis leur faire comprendre qu'on est là pour eux, pour leur apprendre parfois à parler français quand ils parlent pas français. Ça crée un univers fantastique. Et une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, enfin moi, au bout de 3-4, au début, j'étais un peu perdu. J'avais pas les codes, j'avais même pas parfois le langage des quartiers. Et au bout de 2-3 ans, j'ai compris que je sortirais plus de là. C'est quoi? C'est un don particulier? Non, pour je pense pas. Tenir dans ce rôle-là? Non, il faut aimer les gens, ça c'est sûr. Il faut aimer les gens. Après, je pense que j'ai même pas envie de faire commentaire. Si on n'aime pas ça, faut pas faire ça. Et une fois qu'on a envie d'être au contact voilà, le retour est fantastique aussi avec ces jeunes. Et en 30 ans, dans ces quartiers Ouais. difficiles, Ouais. ces quartiers chauds du nord de Marseille, Ouais. vous avez vu la situation se dégrader ou s'améliorer? Alors pour moi, ça s'est pas dégradé. On me pose souvent cette question, on me dit est-ce que c'est pire? C'est pas pire qu'avant, c'est pas mieux qu'avant. Honnêtement, un jeune, c'est un jeune. Ceux qui arrivent, ils sont toujours pareils. Enfin, c'est les mêmes réflexes. Pour ça aussi que, avec le temps, j'étais peut-être entre guillemets un peu plus performant. Ça veut dire que j'ai bien compris ce qui se passait dans la tête de ces jeunes. Mais honnêtement, c'est pas pire qu'avant. Alors bien sûr que l'actualité montre des choses incroyables, mais enfin, ça concerne quand même une petite minorité de jeunes. Et tous ceux qui nous arrivent, c'est toujours les mêmes. Ils sont perdus, ils ont besoin de contact, ils ont besoin d'apprendre, ils ont une soif de travailler. Honnêtement, je fais pas d'angélisme ni de misérabilisme. J'essaie d'être vraiment entre les deux. Et ils ont une soif d'apprendre qui est incroyable. Quand on les envoie en stage, par exemple, ces jeunes qui arrivent d'Afrique, notamment, quand on les envoie en stage, il n'est pas rare que les directeurs d'entreprise qui reçoivent nos jeunes, il n'est pas rare qu'ils nous disent celui-là, il revient quand il veut. Parce que c'est des gars qui on peut avoir confiance. Ils sont là pour travailler, ils sont là pour refaire leur vie. Vous parlez pour les jeunes qui sont arrivés exactement. clandestinement. Vous ne parlez pas des jeunes qui sont nés dans les quartiers nord de Marseille. J'ose pas trop, mais je fais quand même une petite différence, même si c'est peut-être pas très bien, mais petite différence entre ces jeunes qui sont, eux, du quartier et qui ont peut-être un peu moins, on va dire, parfois d'envie de travailler, d'en découdre avec la police, pas tous, hein, bien sûr, hein, je mets pas tout le monde dans le sac. Mais par contre, chez les primo-arrivants, je n'en connais pas. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. En 30 ans, j'ai jamais vu de gars qui étaient là pour en découdre. Ils sont là pour prendre une espèce de revanche sur la vie, si on peut dire. Même le mot est peut-être un peu grand, mais ceux-là, en tout cas, ils sont rêvent hyper de appréciés. s'intégrer et de trouver du travail. Avoir pour eux une petite villa, une maison, une femme et des enfants. Pour eux, c'est l'idéal. Voilà, Ils ont risqué leur vie pour ça. Ils ont risqué leur vie pour ça. Donc, ils n'ont pas du tout envie de gâcher leur chance. Visage, l'expression de l'être. Dominique Reich, allez, vous n'allez pas faire votre rentrée cette année, vous ne l'avez pas faite pour la première fois, mais dans le début de votre BD, Le plus beau métier du monde, c'est la rentrée. Oui. Et on est comment quand on est prof dans un quartier, on va dire chaud, un quartier difficile, quand arrive ce premier jour de la rentrée et qu'on va encore avoir une liste de nouveaux élèves qu'il va falloir connaître, découvrir? Alors le début est curieux. Moi, quand je suis arrivé pour la première fois dans ce quartier, que j'ai passé la porte, j'ai des élèves qui aussitôt m'ont demandé « Monsieur, vous avez eu peur quand vous êtes arrivé ?»
J'ai dit non, je savais pas qu'il fallait que j'aie peur. Ah bon, mais si, en principe, quand on arrive ici, on a peur. Enfin, les gens qui arrivent ici, ils rentrent même pas dans le quartier. Il y a que la police qui rentre et encore pas complètement. Je dis non, je savais pas. Je suis désolé, j'ai pas eu peur. Alors, je sais pas, c'est pas moi. J'ai peut-être même eu quand même un petit peu d'appréhension, mais évidemment, j'allais pas leur dire. Oui, mais en même temps, vous êtes très lucide dans votre livre. Vous dites, dans mon lycée, je suis heureusement dans une zone de droit, oui, au cœur d'une zone de non-droit, exactement, située dans une zone de droit, la République française. Bien sûr. Ouais. Donc vous avez quand même conscience que là où vous étiez, ouais. c'est plutôt une zone de droit. Alors, la zone de droit, c'est le lycée, bien sûr, parce qu'il y a des règles, il y a un règlement intérieur, on ne fait pas n'importe quoi. Par contre, pour arriver dans mon lycée, il faut traverser cette zone de non-droit. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une zone de non-droit, avec les guetteurs et les trafiquants de drogue qui tiennent le quartier, mais nous, on est au centre. Mais alors après, ça fait bizarre un peu au début, mais une fois qu'ils connaissent votre plaque d'immatriculation, ça passe tout seul, quoi. Par contre, si je sors, si je vais un peu dans le quartier, maintenant, au bout de 30 ans, évidemment, ils me connaissent, ils savent que je suis prof là. Mais au début, j'aurais pas pu aller n'importe où. Maintenant, oui, parce que c'est Monsieur Reich, par-ci, par-là, j'ai presque des fois la deuxième génération, parce que ceux qui habitent là, j'ai maintenant les enfants de ceux que j'ai accueillis au début. Tout le monde vous connaît dans le quartier. Tout le monde ne me connaît pas, mais en tout cas, ils savent qui je suis, et voilà, je suis à peu près tranquille, mais il faut du temps. C'est sûr. Alors, quelle attitude avoir, Dominique Reich, quand on arrive dans une classe et qu'on se trouve comme ça devant ces nouveaux élèves? Alors, bien sûr, se faire respecter pour qu'il y ait un premier bon contact. Ouais. Alors, j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle La tactique de la craie. C'était aux éditions Autrement, chez Flammarion. Et j'ai expliqué un petit peu justement une attitude à avoir par rapport à ces jeunes des quartiers. Comment on fait au début, parce que c'est pas du tout évident. Évidemment, ils sont parfois un peu impressionnants, surtout au début. Donc, j'ai expliqué des trucs un peu de base, si vous voulez, qui peuvent aussi intéresser d'autres professeurs, mais particulièrement les profs qui ont des élèves difficiles. Je dis par exemple, quand on est sur une scène de théâtre, c'est comme un prof, on a un public. Et donc, on doit toujours penser, comme au théâtre, à parler aux élèves qui sont au fond de la classe. On ne parle pas spécialement à celui qui est devant, qui fait le guignol, qui fait l'intéressant. Ouais, moi je suis là, et comment vous appelez ceci? Non, lui, à la limite, on le laisse de côté, parce que sinon il va en rajouter, mais on va parler à ceux qui se taisent, à ceux qui ne disent rien. C'était les bons élèves et que justement les clowns se mettaient derrière. Ça a changé. Parce qu'aujourd'hui, justement, les clowns se mettent devant parce qu'ils voudraient bien prendre le pouvoir. Et ça a complètement changé. Alors vous disiez ce qui a changé, ça a un peu changé. Alors qu'au fond, c'est ceux qui restent plutôt tranquilles, qui veulent dormir près du radiateur. Mais par contre, il faut s'adresser à tous, c'est-à-dire y compris à celui qui est tranquille dans son coin, qui veut se faire oublier même. C'est à lui qu'on s'adresse. Et puis il y a d'autres choses aussi peut-être que j'ai écrit dans ce bouquin-là pour des conseils pour des jeunes profs, c'est que on reporte toujours une engueulade, par exemple, plutôt que de prendre quelqu'un comme ça à partir devant les autres. Ça marche pas parce il peut tout à fait avoir le dessus. Donc par contre, on va le voir, on lui glisse un petit mot dans le creux de l'oreille en disant on va parler 2-3 minutes si tu veux bien à la fin de l'heure. Il se fait pas trop remarquer devant les élèves, on fait pas monter la mayonnaise. Et puis à la fin, entre hommes, je dirais, ça va beaucoup mieux. Sans public, ça va beaucoup mieux. Et c'est des trucs qu'on pense pas, parce qu'au début, on a tendance à partir tout de suite, à monter le ton, et c'est pas forcément une bonne solution. Et Dominique Reich, est-ce qu'on vous prépare, quand vous vous formez à devenir prof, à être là comme ça, face à ces élèves, plus particulièrement face à ces élèves difficiles des quartiers? Il y a des écoles, effectivement, mais je dois reconnaître que c'est un métier qui s'invente au jour le jour. Moi, j'ai inventé mon métier parce qu'effectivement, on m'a pas dit, quand j'avais, en cours de français, des élèves qui ne parlent pas du tout français, on m'a pas dit comment il fallait faire. Et c'est le cas. Parce que mais surtout par rapport à l'autorité. Moi, c'est la question aujourd'hui, c'est la grosse question. Ouais. Aujourd'hui, on dit, les professeurs ont du mal à se faire respecter dans les classes. On lâche certains jeunes qui sortent d'école. Ouais. Et qu'on envoie dans ces quartiers difficiles, on a l'impression qu'on les envoie au milieu d'une cage aux fauves. Alors, ça peut être le cas, il y a des drames, il y a des drames humains chez les profs. Et ce qui est un peu dommage, je pense, c'est qu'on envoie justement les jeunes professeurs, jeunes diplômés, dans les quartiers les plus difficiles, parce que personne ne veut y aller. Ils n'ont pas d'expérience. Bien sûr, mais personne ne veut y aller. Donc, ils n'ont pas de points, parce que vous savez, tout marche avec des histoires de points. Ils n'ont pas de points, donc on les met là. Parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de points. Ils vont là où personne ne veut aller, ce qui est complètement aberrant. Ce qu'il faudrait au moins sur la base du volontariat, ou au moins sur peut-être les obliger, je sais pas. Volontariat, expérience et peut-être un meilleur salaire. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais on devrait envoyer des gens aguerris
dans ces coins-là. C'est pas à 23 ou 24 ans qu'on peut aller facilement parler à des jeunes qui veulent en découdre. Non, par contre, quand on a 40 ans, 50 ans, je pense que quand même on a une maturité qui fait que avec un petit peu d'expérience et de plomb dans la cervelle, on peut tout à fait se débrouiller. Les drames souvent viennent parce que c'est des jeunes professeurs sans expérience qu'on envoie aux endroits qui sont les pires. Là, ça vous en avez vu des drames parmi vos collègues? J'en ai vu, mais alors honnêtement, dans mon lycée, c'est pas, encore une fois, je fais pas d'angélisme, mais dans ce lycée où les effectifs sont assez réduits, j'ai vu beaucoup de professeurs, notamment des femmes professeurs qui arrivaient, j'ai des exemples en tête, c'est pour ça que je dis femmes professeurs, mais qui pleuraient en arrivant, parce qu'elles se sont dit, moi je vais pas rester là. Quand elles voient les jeunes, ce qu'ils font un peu à droite à gauche, c'est vraiment des grandes gueules, quoi. Elles se sont dit, moi je vais pas y arriver. Et au bout de 2-3 ans, pour des questions de mutation, par exemple, parce qu'elles se marient ou parce qu'elles veulent changer de région, elles pleurent aussi, mais parce qu'elles n'ont pas envie de partir. Et ça, je l'ai vu, et ça m'a toujours surpris. Dominique Reich, vous êtes, comme professeur de français et d'histoire géo, un pédagogue ou vous êtes un éducateur, presque un éducateur spécialisé dans votre classe? Ouais, c'est vrai, je suis un peu un éducateur spécialisé. On me dit parfois aussi qu'il faut être aussi un peu un animateur. C'est-à-dire que quelqu'un qui adore la batterie ou la musique ou quoi, parfois pendant les 5 premières minutes de cours, le petit guignol qui va faire du rythme sur la... Je fais pas trop parce que ça fait du bruit dans le micro. Ouais, mais celui qui va faire du tam-tam un peu, ou je sais pas quoi, du djembé sur l'armoire ou sur sa table, etc. On laisse faire un petit peu. C'est-à-dire que, il s'exprime. Voilà. Par contre, ça dure pas plus de 5 minutes. Mais l'expérience, c'est ça aussi. C'est-à-dire que... Vous l'arrêtez pas tout de suite? Non, pas tout de suite. Moi, il y a à peu près 5 minutes où parce que sinon, si on demande trop au départ, ça marche pas. Par contre, les 5 minutes, ok, donne-moi ta version, raconte-moi ce qui vient de t'arriver. Toi, effectivement, tu viens de, je sais pas, du Mali ou autre. Tu m'as parlé de ça, est-ce que tu peux en parler un peu aux autres? Ça, c'est les 5 minutes. Par contre, après 5 minutes, on travaille. Et c'est parce qu'à c'est non négociable. Ah, c'est non négociable. Ça veut dire que c'est comme... sinon, il n'y a pas les 5 minutes. Ces 5 minutes-là servent justement à dire maintenant c'est fini. Maintenant non, mais il n'y a plus de questions, il n'y a plus de... C'est moi qui parle. Si on fait pas ça, ça marche pas. Donc l'autorité du prof... Parfois les élèves me disent, on ne sait pas si vous êtes gentil ou si vous n'êtes pas gentil. Et ça me fait plaisir, ça me fait rire intérieurement, mais ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça contient, ça? Ça veut dire que ils sont peut-être un peu surpris, c'est-à-dire que je suis très gentil, honnêtement, et franchement, je dois le dire, très sévère. C'est-à-dire que si on est gentil et sévère, ça fonctionne, parce qu'ils aiment bien aussi avoir un cadre. Et quand vous dites sévère, ça veut dire que... on va prendre un exemple concret. Je vous coupe, pardon. Allez-y. Sévère, c'est, par exemple, ça c'est bien aussi pour les jeunes profs. Il faut qu'ils l'entendent. Quand on fait un devoir en classe, c'est le silence. Bon, mais évidemment, le silence, ça plaît à personne. Donc le premier qui lève la main en disant ah monsieur, je pourrais vous poser une question? Non, mais ça parle. Non, il n'y a pas de question. Mais ça parle du devoir. Non, il n'y a pas de question. Oui, mais enfin, ça parle de ce qu'on est en train de faire. Non, il n'y a pas de question. Ça veut dire que le silence, parce que si on se laisse un petit peu déborder, ça part toujours très très loin. Donc le silence, c'est le silence. Même si le devoir dure 20 minutes, on entend les mouches voler. Alors on peut dire oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire, c'est facile à faire si on est ferme et sévère et gentil. Voilà. Il faut honnêtement, les deux, quoi. Si on n'aime pas les élèves, si on est raciste, si on est, je sais pas, moi, ceci, cela, ça marchera jamais. Par contre, si on est à peu près clair dans sa tête, qu'on est sympa, gentil et ferme, ça fonctionne. Professeur, avant de partir, apprends-moi ce que j'ai à faire pour que nos vies aient du charme. Ton savoir est une arme et fait couler des larmes. Ibrahim, grâce à toi je sais qu'une victime qui se venge, ça peut faire des ravages. Et qu'un gun dans ses mains, ça peut faire un carnage. C'est ta vie qu'on arrache par un acte de rage. Féroce riposte pour le vol dans la coste. On est en deuil pour un bonnet, c'est con, je le reconnais. Si aujourd'hui je prends ma feuille, c'est pour te dire que c'est atroce de t'abattre ainsi de 9 balles dans le torse. Papou, grâce à toi je sais que le sida tue encore. C'est ton corps qu'on escorte, il n'épargne pas les mômes. C'est ta mère qu'on réconforte. Et si on retient nos larmes, c'est pour qu'elles soient fortes. Continue de sourire aux anges et quant aux gens qui t'aimaient, je t'assure papou, ils ne t'oublieront jamais. Professeur de 8 piges pour élèves de tout âge, que Dieu nous protège de ce virus qui fait rage. Tanti, grâce à toi je sais que les mots peuvent blesser et puis même oppresser. Depuis que ta vie a cessé, tu m'as appris à ne pas croire les rumeurs, car elles causent de véritables tumeurs. J'aurais aimé te voir de bonne humeur avant que tu sautes du 6e et que tu meurs.
J'ai tant à apprendre et tant à perdre. Professeur, avant de partir, apprends-moi ce que j'ai à faire pour que nos vies aient du charme. Ton savoir est une arme et fait couler des larmes. Dominique Rey, je vous ai demandé si, en tant que professeur, vous étiez pédagogue ou éducateur. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour du manque de politesse, souvent de ces jeunes dans les quartiers. Ouais. En tous les cas, les images qu'on en a ou les expériences malheureuses qu'on a pu avoir dans le métro. Est-ce que vous devez pallier, d'une certaine manière, à l'absence d'éducation des parents ? Ce qu'on dit souvent, allez, les profs doivent remplacer les parents en termes d'éducation. C'est un peu le cas. Oui. Vous le reconnaissez ? Effectivement, oui. Il y a des fois, on est obligé de prendre un petit peu la place des parents. Alors, encore une fois, c'est difficile de faire des généralités, mais ça arrive, bien sûr. Mais c'est la question de la politesse, c'est exceptionnel. Quand j'ai la confiance des parents, quand je sens que les parents sont avec moi, derrière moi, je les appelle en disant voilà, ça va pas. Lui, il est pas poli, il parle mal aux profs et tout ça. Si les parents sont derrière, c'est gagné. Et les parents sont derrière Par vous, contre, quand les parents, il y a parfois des difficultés dans les familles monoparentales ou autres, où la maman ou papa est débordé. Là, c'est plus difficile. Ça veut dire, en gros, ils nous disent, débrouillez-vous, hein, c'est bon, vous êtes prof, faites respecter le. Et là, c'est plus délicat, parce que s'il y a plusieurs cas comme ça peut être plus délicat. Hein. On entend dire souvent que le rapport des parents avec les professeurs a énormément changé ces dernières années. Qu'avant, le professeur était respecté, les parents étaient toujours du côté du professeur, et qu'aujourd'hui, des parents arrivent et sont les avocats de leur fils ou de leur fille contre le professeur. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'on dit ça. Il y a un petit dessin, je ne sais plus qui avait fait ça d'ailleurs, j'aurais pas l'auteur, mais on voyait des parents venir voir un professeur, et les parents, devant le professeur, disaient à l'élève, qu'est-ce que c'est que ces notes, le prof, il faut que tu écoutes ton prof. Et maintenant, juste après, quelques années après, les parents sont pareils en réunion de profs, il y a le prof devant, l'élève à côté, et les parents disent la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces notes? Sauf qu'ils s'adressent au prof. Bon, c'est un gag, mais c'est vrai que c'est parfois un peu la réalité. Et là, c'est un petit peu dur à gérer. Honnêtement, encore une fois, sans faire d'angélisme, moi, dans ces quartiers-là, j'ai beaucoup de parents qui sont là, qui me disent parfois, même trop, vous pouvez y aller, hein. Si vous les cognez, allez-y. Et moi, je lui remets une derrière. Alors, bien sûr, c'est excessif, mais je préfère ça. Je suis jamais frappé d'élève, mais je préfère des parents qui sont un peu derrière moi et compréhensifs, quoi. Moi, je suis très frappé par les invités que j'ai pu recevoir derrière ce micro d'enfants issus de l'immigration, dont si les parents étaient derrière et les poussaient vraiment à étudier, c'est des enfants qui ont fait des parcours parfois complètement étonnants. Absolument. Et puis d'autres qui m'ont raconté leur parcours chaotique et difficile, ils étaient lâchés par les parents, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Oui, c'est pas une caricature. Non, je pense pas que c'est une caricature. Moi, en classe, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure aussi, on s'occupe de tout le monde, parce qu'on a tendance à oublier celui qui dort ou celui qui, justement, qui la ramène un petit peu, on le laisse de côté pour pas trop qu'il se la ramène, comme on dit. Donc, tout ça, c'est un peu délicat. Mais l'histoire de l'éducation, quand vous me demandiez si j'étais éducateur tout à l'heure ou prof, j'ai aussi un exemple qui est assez récent. Il y a pas très longtemps, je marchais dans les rues d'Aix-en-Provence, et je vois au loin 3-4 jeunes qui étaient en train d'embêter un Père Noël, hein, ils tiraient la barbe, la moustache, etc. Et il y a un extrait dans la bande dessinée, hein, vous l'avez retenu dans la BD. Oui, et le pauvre Père Noël, il savait pas trop quoi faire. Et j'ai reconnu évidemment un élève à moi qui s'appelait Bilal, au milieu du groupe, et donc je tapote gentiment sur l'épaule, on va recommencer, je tape sur l'épaule, et je lui dis, Bilal, c'est pas parce que tu crois plus au Père Noël qu'il faut embêter ce monsieur. Alors là, évidemment, il reconnaît son prof, j'ai fait plutôt éducateur à ce moment-là, mais il me reconnaît, il reconnaît son prof, il était tout à fait gêné, il a dit à ses copains, remettez la barbe au Père Noël. Évidemment, ils sont incapables de remettre la barbe, et il est parti en me disant ce que toujours les élèves disent, monsieur, c'est pour rigoler, hein. Sauf que c'était pas du tout pour rigoler. Donc voilà, il y a deux, on peut le voir en rigolant ou pas, nous, maintenant, mais c'était pas pour, il l'embêtait vraiment, quoi. Alors, et devant le prof, c'était pour rigoler, quoi. L'autorité, ça tient à quoi, finalement? Parce que, allez, les auditeurs ne vous voient pas. Oui. Vous êtes pas Schwarzenegger. Ah non. Physiquement, c'est sûr, vous êtes plutôt mince, maigre même. Oui. Et vous êtes parfois avec des élèves qui font 1m90 et qui ont des musculations imposantes. Alors, bien sûr. Comment vous faites quand vous êtes face à un gars, un gros costaud comme ça, qui est un caïd du quartier, et puis qui vous défie? Alors, d'abord, ça n'arrive pas tous les jours, mais ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, la question du physique n'a rien à voir. Je dirais même qu'avec un petit physique, je fais 1m80, mais je fais 60 kilos, donc il m'en manque quelques 10 ou 20. Mais c'est qu'avec un physique comme j'ai, finalement, les élèves, ils vont pas oser.
ils vont pas oser m'affronter parce qu'avec avec une claque, je serai par terre. Donc déjà, c'est ça. Le deuxième point, c'est que évidemment que le physique n'a rien à voir. J'avais une petite collègue qui était incroyable, qui devait faire 1m60 pour peut-être 45 kilos, enfin très menue. Et elle, chaque vendredi soir, elle disait je sais plus si c'était les CAP maçons ou autres, enfin à des gros bras, là, elle disait attention, vous allez partir en week-end, on n'oublie pas de me dire en passant la porte, au revoir madame et bon week-end. Tous les vendredis, elle faisait ça. Parce qu'évidemment, quand il est 5h moins 10 et que les élèves se sauvent, c'est la cohue dans le couloir, tout le monde se bouscule, y compris les miens, je vous avoue, franchement, une fois que c'est fini, on les tient plus. Mais elle, dans sa salle d'à côté, il sortait. Et quand il y en avait un qui bousculait pour passer vite, elle lui disait très gentiment, avec son 1m60, tu viens ici s'il te plaît, tu rentres. Alors je peux pas l'expliquer, hein. Mais ça marchait. Mais le gamin rentrait, il allait s'asseoir, il sortait le dernier. Et les autres, c'était vraiment une litanie, c'était au revoir madame et bon week-end. Et ils sortaient les uns après les autres tranquillement. Elle faisait 1m60 pour 40 kilos. On le voit dans un des extraits de votre bande dessinée, Le plus beau métier du monde. Comment ces élèves peuvent être finalement très respectueux. Ah oui. Il y a une scène sur un terrain de basket. Ah oui. Vous pouvez nous raconter. Là, c'est un indicateur finalement du respect pour ces jeunes. Oui, une femme enceinte, évidemment, c'est sacré et voilà, pour tout le monde. Il y avait un match entre prof et élève, et l'une des profs était enceinte. Voilà, une collègue à moi était enceinte et elle était prof de sport, donc c'est pas ça qui l'a gênée. Elle était enceinte, ça la gênait pas du tout pour faire le match. Et comme tous les ans, c'est un peu, on fait du foot, on fait du basket, enfin, moi pas trop d'ailleurs, mais on fait du sport pour mettre un peu, créer une cohésion dans les équipes. Et donc effectivement, il y a des élèves qui disaient, madame, vous ne pouvez pas jouer comme ça, parce qu'il y avait un match élève-prof, et ils ont dit, vous pouvez pas, nous on joue pas. Si vous jouez, on joue pas. Parce que ils avaient peur de lui faire mal, tout simplement. Donc effectivement, il y a vraiment une tendresse là-dedans. Donc le match s'est déroulé. On a gagné évidemment haut la main parce qu'ils n'ont pas osé jouer contre elle. Elle a marqué plein de paniers. Et à la fin, on leur en a parlé toute l'année. On leur a dit, vous avez été nullissime. Et eux, ils disaient, mais c'est pas juste, elle était enceinte. Et voilà. Donc, c'était plutôt charmant. Dominique Reich, vous enseignez le français dans un lycée professionnel. Maçon, ils te préparaient à quoi, en fait, ces jeunes? Section maçonnerie, c'est pour devenir maçon. Et puis, il y avait d'autres. Oui, j'ai des apprentis, enfin, des gens qui allaient faire routier. Mais j'ai aussi d'autres sections en bac pro. Il y avait de l'électronique, de l'électrotechnique, des électriciens. Voilà. Donc, vous enseignez 2 matières. Oui. Le français, l'histoire géo, oui. Ça fait une, si vous voulez. Et puis après, l'éducation morale et civique. L'éducation morale et civique. Très important. On va dire que c'est quand même des sujets très importants. Oui. Mais pour les jeunes, franchement, le français. Il y en a une qui dit, monsieur, le français, ça fait perdre du temps. Apprendre l'anglais quand on est français, ok, mais apprendre le français quand on est français, ça sert à quoi? Oui, bien sûr. Donc, on imagine, essayer de leur faire découvrir Corneille, Molière. Comment vous avez fait? Alors, ce qui fonctionne bien, Molière, ça va. Corneille, non, j'y vais pas. Vous choisissez quand même. Molière, si, bien sûr, Molière. Mais par exemple, on peut parler d'une chose, c'est Cyrano de Bergerac. Par exemple, ça, c'est un truc qui marche à chaque fois, tous les ans, pour parler de choses concrètes. Pourquoi? Parce que il est pas beau, il a des problèmes dans sa vie. Par contre, c'est un grand poète et il est courageux et il se bat sans arrêt. C'est une histoire d'amour aussi. Et c'est une grande histoire d'amour. Et en plus, il y a deux personnes qui s'intéressent à la même fille, donc ça les intrigue. Quand je passe des extraits de Cyrano de Bergerac, d'abord ils sont surpris parce que certains me disent, mais monsieur, c'était tourné au Moyen-Âge, comment que ça se fait? Je dis non, c'est pas tourné. D'autres qui me disent, mais ouais, je connais ça, j'ai fait ça au collège, il parle en Alexandrie. Bon, c'est presque ça, c'est pas si mal que ça. Mais surtout, ils sont attendris par l'histoire de Cyrano. Et à chaque fois qu'il y a le passage où il rencontre Roxane, et quand Roxane lui dit « j'aime quelqu'un qui est courageux, qui a de l'esprit, ceci, cela », et quand elle finit par dire « et qui est beau », alors là, c'est l'effondrement dans ma classe. Je vous jure que les élèves, il y en a un qui m'a dit un jour, monsieur, il faut arrêter, c'est horrible. Donc, malgré les Alexandrins... Donc, ils sont sensibles, ils comprennent et ils sont sensibles. Bien sûr, bien sûr. Mais sincèrement, ce programme de français classique qu'on enseigne en France, il est encore adapté aux jeunes, et je ne parle pas qu'aux jeunes des banlieues dont vous vous occupez, mais il est adapté aux jeunes d'aujourd'hui qui ne lisent pas. Et qui sont complètement, on va dire, happés par un autre type de série, de cinéma, de langage qui n'a rien à voir avec le langage classique. Bien sûr. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai apprécié, c'est que justement, on garde quand même au maximum des lettres, des textes classiques, des grands textes classiques. Pourquoi? Parce que fut un temps, il y a à peu près 10-15 ans, c'était un peu la mode, surtout, moi je parle surtout pour les lycées professionnels, je suis désolé, mais dans mes classes, on en arrivait à faire étudier des notices d'aspirateurs.
comment on répare tel et tel truc, des textes en français sur ça, parce que c'était entre guillemets à leur niveau, hein, ils allaient s'intéresser à ça. Et là, honnêtement, je suivais pas les programmes. Et ça a beaucoup changé et en mieux. Et heureusement, parce que je dis quand on nous dit bien sûr, vous pouvez étudier des scènes de Cyrano, c'est indispensable. Alors, il faut pas croire que ça ne marche pas. Alors, ça peut être difficile, oui, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais si on prend Molière, mais comment on fait pour ne pas intéresser des élèves avec Molière? Enfin, c'est pas, si on choisit bien son truc, c'est pas possible. La langue, Dominique Reich, la langue, parce que quand on entend parler des jeunes de vos quartiers, oui. Même nous, ils parlent français quand même. Hein. Ils parlent français, pour la plupart. Mais alors, quand même, avec beaucoup d'expressions, avec du verlan. Oui. Alors verlan, c'est plutôt à Paris. Hein. Nous, on a un autre truc. À Marseille, vous avez quoi, vous? Non, je sais pas trop. Moi, je suis vosgien encore une fois, je sais pas trop. Ouais, d'accord, mais 30 ans à Marseille. Non, ils vont parler avec les expressions comme ça. Bien sûr, ils vont mâcher les mots, ils vont parler comme ça. Mais c'est quand même du français. Bon, voilà. Donc, on peut quand même faire des textes français. Non, la difficulté, pour le coup, c'est effectivement avec les gens qui viennent du bout du monde. Je sais pas, j'ai des Pakistanais parfois qui m'arrivent, ils parlent que anglais. Là, effectivement, c'est difficile. Là, c'est autre chose. Là, c'est les primo-arrivants. Hein. Vous les aimez beaucoup. Je les ai beaucoup vous les avez en aussi classe. beaucoup dans votre classe. Ouais. Donc, eux, c'est souvent des jeunes migrants qui arrivent. Bien sûr. Mineurs, même certains. Mineurs, pas de papier, rien. Qui arrivent. Donc, ils sont intégrés dans vos classes. Ils arrivent, ils parlent pas du tout français. Alors, comment vous gérez ça, vous, prof de français, avec des jeunes du quartier qui, eux, parlent à leur manière, mais ils parlent français, ils sont français. Oui, bien sûr. Et puis, ces primo-arrivants qui arrivent du Pakistan, du Soudan, du Mali. C'est un métier. C'est-à-dire que, par exemple, vous me parliez des écoles de profs. On m'a jamais appris à faire ça, mais j'ai eu l'idée un jour de mettre Google Traduction sur mon tableau numérique et au moins de faire un résumé du cours et pendant le cours de mettre quelques mots français traduits en anglais. Alors parfois c'est traduit en anglais qui est traduit dans une autre langue et dans une autre langue pour aller jusqu'aux Pakistanais parce qu'il y a des Pakistanais qui sont là depuis plus longtemps. Donc des fois il y a une série de traductions. Alors ça peut se déformer, hein, vous savez, c'est comme le téléphone arabe, on appelle ça comme ça. Les mots peuvent être déformés. Mais Google me sert surtout à la fin. Je fais un petit résumé du cours en anglais. Donc le Pakistanais, il comprend. Et pour les autres, ça leur fait faire un petit peu d'anglais en plus. Dans votre cours de français. Ah, bien sûr, oui, à la fin. Et je suis en lien évidemment avec ma collègue d'à côté qui est prof d'anglais et qui aussi participe un peu à tout ça. C'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de classe spécialisée pour les primo-arrivants pour l'enseignement du français. On les balance directement dans une classe normale. Alors il y a deux choses. Il y a le fait qu'on crée des cours particuliers, alors souvent entre midi 2, etc. pour essayer de leur apprendre la langue, mais on fait aussi en sorte qu'ils soient tout de suite intégrés dans les classes, notamment de CAP et après de Bac Pro si c'est possible pour eux, mais on les intègre dans les classes déjà pour qu'ils soient intégrés tout simplement, et puis pour qu'ils soient pas mis sur la touche, hein, pour qu'ils vite ils aient un programme en tête. La deuxième raison aussi, c'est que ce qui est important quand ils font une formation, c'est que ce soit vrai, que ce soit marqué sur le carnet de correspondance, parce que dans la rue, ceux qui n'ont pas de papier, en cas de contrôle, j'allais dire inopiné de police, ils sortent leur carnet de correspondance, c'est parfois tout ce qu'ils ont, en disant voilà, moi je suis une formation. Donc s'ils se tiennent tranquilles, s'ils se tiennent bien dans la rue, qui font de bêtises, ils le savent, hein, qui font pas de bêtises quand ils n'ont pas de papier, et qui montrent un carnet de correspondance, je fais un CAP au lycée Saint-Henri de Marseille, etc. Là, ça leur facilite la vie. Sinon, rien du tout, ça peut être plus dangereux. Il y a des OQT, vous savez, obligation de quitter le territoire, il y en a en pagaille. Hein. Donc voilà. Qui ne partent pas, c'est ça, et qui sont en cours, qui suivent les cours. Bien sûr, oui, enfin, il y en a qui se sauvent parce que parfois la police n'est pas loin de les rattraper. Enfin, des fois c'est un crève-cœur parce qu'honnêtement, moi ça me fait de la peine quand c'est des gens qui sont parfaitement tranquilles et qui viennent en cours en habitant qui sur la gare Saint-Charles, qui sur la plage, dans des endroits qui sont parfois difficiles. Dans votre livre, il y a des jeunes qui viennent en cours avec vous. C'est pas que drôle mon bouquin. Dehors, bien sûr. Ouais. Donc ces jeunes-là, quand ils ont au moins le carnet de correspondance, ça leur permet d'avoir presque comme des papiers d'identité, quoi, même si c'est pas vraiment des papiers. Ces jeunes immigrés qui attendent d'obtenir leurs papiers doivent aller à l'école. C'est obligatoire pour eux. Alors il y a un flou, il y a un flou artistique, parce que théoriquement, on ne devrait pas les prendre, parce que s'ils n'ont pas de papier, quand il y a une fiche d'inscription, évidemment, ils doivent sortir des papiers, ils doivent prouver qui ils sont, quel âge ils ont. Et bon, moi, en tout cas, dans mon bahut, ce qui se passe, c'est que, honnêtement, on prend tout le monde. Voilà. On est un lycée d'accueil. Je fais un peu de pub pour le lycée Saint-Henri, mais ça ne me gêne pas. Saint-Henri de Marseille. On prend tout le monde, c'est-à-dire qu'on les voit arriver et on les intègre. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux à faire que d'intégrer des gens qui sont à la rue, encore une fois, et qui dorment n'importe où. Voilà. Mais je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si on a le droit. Dominique Reich, on le sent quand on lit votre BD ou même les livres précédents que vous avez écrits, que vous êtes touché, bouleversé même par ces jeunes. Oui.
Vous avez été bouleversé, parce que vous en avez côtoyé beaucoup en 30 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai été parfois bouleversé, et même plus que ça, parce que parfois on est devant un mur. C'est-à-dire que j'ai parfois des élèves, des immigrés clandestins qui sont très gentils et à la rue, on n'a qu'une envie. C'est d'en prendre un de temps en temps pour ne serait-ce que qui mange correctement, qui dorme dans un bon lit. Et j'ai un collègue qui s'appelle Babacar, que je salue, Babacar Dieng, qui est un prof extraordinaire dans ce lycée. S'il m'écoute, je le salue. Lui, il m'a dit, attention, parce que avec ces jeunes-là, c'est difficile. Si on commence à faire ça, on va être submergé. On peut pas. C'est pas notre boulot. Et il a raison. On est prof. On doit rester à notre place, quoi. Celui qui n'a pas de foyer, on peut aider, trouver un foyer à Marseille. Les foyers sont surchargés d'ailleurs, donc c'est pas facile. On peut aider, mais il faut se retenir de l'envie parfois qu'on a même d'en héberger un ou deux. Voilà, on a tous envie de faire ça. Et ce collègue m'a dit, on peut pas. C'est pas notre rôle. Sinon on s'en sort plus, quoi. Mais c'est vrai que là, on rentre parfois avec le moral un peu à zéro à la maison. Et qu'est-ce qui vous a aussi ému chez ces jeunes que vous accueillez en tant que prof ? La façon dont ils ont été blessés moralement et physiquement. Le long de la route, c'est ça, pour venir de leur tout au long de la route. Il y a quand vous avez des gamins qui arrivent, à qui il manque 2 ou 3 phalanges, faut pas se demander pourquoi, c'est pas accidentel. Ils ont des conditions épouvantables, ils sont en prison avant de traverser la Méditerranée. Donc vous voulez dire quoi, on les torture ? Bien sûr, ils sont des esclaves qu'on torture. Et ça, il y a eu des expositions et des bouquins qui sortent sur ça, c'est absolument horrible. Horrible, des jeunes de 16-17 ans qui n'ont rien à la maison, qui partent parce que c'est la misère totale. Vous dites même qu'il y a une mère qui avait dit à son fils, mais pars, quoi. C'est la mère qui pousse le fils à partir. Qui dit, tu peux pas vivre, je peux pas te faire vivre ici. Donc, ces jeunes qui arrivent, je vous dis, quand il manque 2 ou 3 phalanges, et que, une fois, j'avais un gamin extraordinaire qui était, lui, pour le coup, toujours au premier rang, attentif, extraordinaire. Et une fois, je l'ai pris un peu à part parce qu'il était un peu perturbé, comme je voyais, parfois, il avait des pertes de concentration. Et je lui disais, ça t'a un peu... Tu penses encore à ce qui s'est passé, la traversée de la Méditerranée, la traversée d'Afrique, tout ça. Il m'a regardé, il avait les yeux avec des yeux grands ouverts, et il m'a dit, monsieur, j'y pense tout le temps. Je pense que c'est un traumatisme à vie, quoi. Alors j'ai dit, écoute, maintenant, ça y est, c'est la France, on est là, on va faire des choses ensemble, essaie de moins y penser. Mais quand il me dit, j'y pense tout le temps, on peut imaginer le degré de souffrance, quoi. Vous dites qu'il y en a un qui vous a beaucoup marqué dans un de vos livres. J'ai lu plusieurs de vos livres, plus de la BD sur le plus beau métier du monde. Ouais. C'est Daouda du Sénégal. Oui. Parce que lui, il est revenu avec des photos de celui de lui que vous parlez, j'imagine. Il est revenu en cours d'année il était vraiment dans une détresse incroyable quand il est arrivé. Et je l'ai entre guillemets pris un peu sous mon aile, sans dire que c'est mon chouchou, mais enfin un peu quand même. Et ça l'a été pendant quelques temps. Et c'est vrai que ce gamin, il est revenu me voir un jour avec une photo sur son iPhone ou son smartphone, une photo de sa femme et de ses enfants, et il était heureux comme tout. Donc des années plus tard. Ah oui, des années plus tard, oui, bien sûr, il était grand. Et il avait un travail, il était bien sa vie, et il venait ça me gêne de le dire, mais il venait de me dire merci tout simplement. Et c'était plus que ça, quand on s'est retrouvés, on s'est un peu tombé dans les bras. Et ça s'est fait devant la classe, parce qu'il est venu frapper je vais encore frapper. Il est venu dans ma classe, je l'ai accueilli devant mes élèves. Alors évidemment, après, c'est du pain béni pour moi quand je suis avec mes élèves qui me demandent, mais c'était qui, monsieur, lui là? C'est un ancien élève que j'ai vu, puis qui a réussi sa vie. Alors après moi, je suis le roi du pétrole, là. Visage RCF. Dominique Reich, en tant que professeur dans ces quartiers nord de Marseille, vous avez vu passer beaucoup de profils de garçons, de filles. C'est surtout des garçons. J'ai plutôt des garçons. Plus de garçons que de filles. Ils en veulent, ces jeunes. Ils veulent réussir. Ils veulent s'en sortir d'une certaine manière. Ou vous en avez certains qui disent, de toute façon, nous on est cuits. Nous on est de ce quartier, on n'en sortira jamais. C'est le cas souvent. Ceux qui me disent, par exemple, mais monsieur, vous gagnez combien, vous? Alors, je réponds pas, évidemment, parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Mais vous gagnez combien? Et moi, en face, là, parce que un des principaux points de vente de drogue, c'est vraiment en face, c'est le trottoir en face de mon bahut. Et donc, il me dit, mais moi, monsieur, je vais en face, là, mais je vais gagner un fric fou, quoi. Enfin, il parle pas comme ça, mais je vais pas le faire en marseillais, mais je vais gagner plein d'argent, quoi. Et alors, je suis obligé de lui dire, attention, tu mets le doigt, tu vas dans un truc où tu vas devenir une archive. C'est-à-dire que tu ne pourras plus sortir de là. C'est une archive, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras vu l'argent, tu auras vu la drogue, tu auras vu tout ça, tu vas être le gâteur, ok, tu vas te faire de l'argent. Mais un jour, tu vas tomber. Et ça peut être terrible. Les règlements de compte entre bandes rivales,
dont on parle beaucoup. On parle beaucoup. Et de plus en plus. Exactement. Armée, là, on le tue maintenant. Ah ben on tue maintenant. C'est-à-dire que moi j'ai un élève en ce moment, en ce moment, l'année dernière en tout cas, il était encore là, qui est guetteur, qui a été guetteur, je ne pouvais même pas l'approcher. C'était un petit coucou de loin quand je passais avec ma voiture et encore il me répondait même pas. C'était un type adorable. Il s'est fait embringuer là-dedans, il n'en sortira pas. Parce qu'il connaît. Ils comprennent ça, que lorsqu'ils mettent le doigt dans l'engrenage, ils sont pris. C'est la grande question. Moi, s'ils me font confiance, ils m'écoutent un petit peu. Mais parfois, c'est le prof, oui, c'est bon, vous savez pas, vous connaissez pas la vie. Et là, s'il part dedans, c'est foutu. Et là, je peux rien faire. Une fois que c'est fait, je peux rien faire. Par contre, évidemment, cette prévention, on est toujours en train de leur parler de ça. Surtout aux primo-arrivants qui savent pas, puis qui n'ont pas d'argent du tout, pour le coup. Alors pour eux, ça pourrait être facile. Donc j'ai dit, attention, méfiez-vous de ça. Ouais, mais ce rapport à l'argent, vous avez bien fait de commencer par ça. Vous gagnez combien? Un prof, là, merci pour eux, Macron, c'est beaucoup. Ça va être 2 000 € par mois. Extraordinaire. Eux, ils peuvent faire ça dans la journée. Ah bah oui, par contre, je suis pas spécialiste. Je suis pas spécialiste, mais en tout cas, ils font beaucoup plus d'argent qu'un professeur, évidemment. Donc il faut un certain état. Comment ne pas, quand on a 16, 17 ans, comment ne pas être attiré par ce qu'il voit aussi dans certains films, c'est-à-dire les gros dealers qui roulent dans des gros Porsche Cayenne. Avec des filles vulgaires. Et ça, vous en parlez, vous, dans l'éducation civique que vous leur proposez? Quand on fait une illustration, par exemple, avec un film, justement, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, monsieur, il faut un film où ça tire, parce que ça va être, ça va être les vacances de la Toussaint ou les vacances de Noël, donc des fois je repasse un petit film comme ça, je parlais de Cyrano. Monsieur, ok, c'est vous qui choisissez, mais il faut que ça tire, parce que nous on a de bons films où ça tire, évidemment. Il faut des revolvers, il faut du sang, il faut que ça coule, il faut des histoires de drogue, ils sont passionnés par ça. Drogue, sexe. Voilà, argent. c'est ça. Donc moi quand je dis non, mais je vous passer un film qui va vous plaire. Évidemment, c'est pas n'importe quel film. Et parfois, ils me disent, ouais, monsieur, c'est des films qui passent sur Arte. Alors, vos films sur Arte, on n'en veut pas. Et je dis, ça fait rien, ça passe sur Arte, mais on va voir quand même. Intouchable, ça passe bien quand ça même. Ça passe bien. Parce qu'Intouchable, c'est une violence, mais c'est good feeling, comme disent les auteurs qui ont fait la préface de mon bouquin. Olivier Nakache et Éric Toledano ont fait la préface de votre bande dessinée, Ouais, parce qu'ils aiment bien, c'est un peu leur domaine. Encore une fois, c'est un peu l'ambiance good feeling, comme d'après eux. Moi, c'est pas good feeling tous les jours, mais en tout cas, dans le bouquin, j'ai voulu un peu que ça transparaisse. Et ils ont eu la gentillesse de faire la préface parce qu'ils sont touchés par ces histoires-là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dans l'ambiance Intouchable, peut-être, par certains côtés. Mais il faut les tenir, quand vous passez Intouchable, ils ont tous envie de danser. Ah alors je fais exprès parfois, vous savez, au début, je crois que c'est Earth, Wind & Fire, je crois que c'est celui-là, la musique, c'est November. Omar Sy se met à danser là-dessus, alors là, j'essaye d'imaginer dans votre classe. Alors, je dis, on ne bouge pas. Mais évidemment, il y a toujours un qui gentiment qui dit monsieur, je peux pas. Et c'est vrai que c'est essayez un jour d'écouter Earth, Wind & Fire complètement immobile sur une chaise. On peut pas. Personne ne peut. Donc s'il y en a un qui commence à danser, je dis allez, assieds-toi, ça va. Mais il va quand même un petit peu danser 2 minutes. Dominique Reich, le plus beau métier du monde, c'est le vôtre, professeur de français, on l'a vu, mais vous êtes aussi prof d'histoire géo. Alors j'imagine, pour ces jeunes des quartiers nord de Marseille, monsieur, ça sert à quoi l'histoire là? C'est du passé, c'est derrière. Oui. Alors il y a des chapitres qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Quand on fait la guerre d'Algérie, par exemple, ça c'est pas facile. Vous pouvez aborder ça c'est au programme. Donc voilà. Quand on parle de la décolonisation, il faut bien sûr parler de l'Inde, de l'Algérie. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu tendus. Honnêtement, comment vous gérez ça alors honnêtement, dans les classes, lectures différentes de la guerre d'Algérie. Exactement. Dans les classes les plus difficiles,
Le truc, c'est peut-être bête à dire, mais je préfère aborder la décolonisation de l'Inde que la décolonisation d'Algérie. C'est peut-être pas terrible, mais honnêtement, vous bottez en touche, là. Des fois je botte en touche. Mais à Marseille, c'est quand même important de parler des faits bien historiques sûr. de la guerre d'Algérie. Mais quand on parle de la guerre d'Algérie, on va le faire plutôt dans la cour. Voilà, je vais m'asseoir sur un banc avec eux. Quand on parle de décolonisation, et si je fais l'Inde, un petit peu piteusement, je le dis parce que parfois c'est un peu difficile en classe. Par contre, dans la cour, évidemment, alors là, les langues se délient et on parle de ça. Bien sûr, on déconstruit un petit peu tout ça. On parle beaucoup. Donc on s'assied sur un banc. Évidemment, si c'est la guerre d'Algérie, c'est tout le monde peut dire ce qu'il veut. En plus, on n'est pas en cours, donc on prend un peu le temps, on prend la récréation. Il y a des discussions qui sont parfois enflammées, c'est sûr. Ouais. Et puis je pense forcément, en vous ayant devant moi, Dominique Reich, à Samuel Paty, votre confrère, prof d'histoire géo, comme vous, qui aimait ces jeunes des quartiers difficiles avec lesquels il s'occupait. Il a été assassiné le 16 octobre 2020 d'une manière dramatique, assassiné, décapité. Ça vous a fait quoi quand vous avez appris ça, alors que lui voulait éclairer l'esprit de ces jeunes sur la question des caricatures du Mohammed? Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis comme tout le monde. Je suis atterré. En plus, vous êtes prof d'histoire géo dans ces quartiers. On a tous été marqués. Ça aurait pu être vous. C'est terrible. Oui, peut-être. Ouais, j'ai du mal à répondre. C'est tellement horrible que je sais même pas comment c'est possible. Mes élèves eux-mêmes, enfin tout le monde, j'ai pas une personne qui n'a pas été atterrée, quoi. J'ai pas entendu, comme on peut entendre parfois, des cris bien faits ou je sais pas quoi. Enfin moi j'ai pas entendu ça. Moi j'ai jamais entendu ça. Voilà. Ni en classe, ni dans les couloirs ou autre. C'est absolument. J'ai des élèves, ce sont des êtres normaux qui réfléchissent et ils font pas partie de la minorité des gens complètement dingues qui sont dans l'un des quartiers les plus chauds de Marseille. Oui. En tout cas, je sais pas, ou alors c'est peut-être qu'ils sont gênés par rapport à moi, mais je n'en vois pas, même parmi les plus excités ou les plus bizarres, je n'en vois pas qui seraient capables de faire ça, en tout cas devant moi. Je peux pas vous dire autre chose, quoi. Jamais j'ai entendu. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui, cet événement? Vous, comment vous lisez ça? C'est illisible. Je peux pas le lire autrement que n'importe qui. Là où je suis prof, bien sûr, évidemment que ça me marque parce que je me dis, j'imagine à sa place. En plus, ce qui est incroyable, c'est que je lui ressemble un petit peu. Il y a des élèves qui disent, mais monsieur, c'était vous, on l'a cru parce que physiquement, enfin, c'est un truc bizarre, mais les élèves venaient me dire, pendant un temps, on a cru que c'était vous. Et donc, ils ont été évidemment choqués, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Je peux pas mettre deux mots. Honnêtement, je sais pas quoi vous répondre. Vous enseignez la laïcité. Oui. Vous aidez ces jeunes à réfléchir sur la laïcité. Quand on est face à un fait comme cela, comment on parle de la laïcité à ces élèves dont la majorité qui sont devant vous sont musulmans? Oui, beaucoup. Pour la plupart. À peu près entre 80, à peu près 80%. Ouais. On continue à parler de la laïcité, on explique ce que c'est que la laïcité, on baisse pas les bras. Mais on est démunis. Honnêtement, je sais que vous allez être déçus par mes réponses qui sont un peu maigres, mais on n'est que démunis. Voilà. Donc on explique bien sûr ce que c'est que la laïcité. Quand les élèves disent oui, mais vous êtes contre la religion, alors évidemment on n'explique évidemment pas. C'est Jean Jaurès qui l'a dit en 1904 ou 1905. Alors je sais pas de pas me tromper, mais il disait que la loi protège la foi. Aussi longtemps que la foi ne voudra pas diriger la loi. Bon, on est clair avec ça. Je leur explique, je leur parle de ça. Et ils sont tout à fait d'accord. Mais ils aimeraient bien quand même, effectivement, ils ont quand même l'impression qu'on bafoue la foi, qu'on les laisse pas assez s'exprimer, alors que je leur explique qu'au contraire, la loi protège la foi. Là, après, je bloque. Une fois que j'ai dit ça, je peux rien dire d'autre. Et si un autre professeur se fait tuer demain, je serai aussi désemparé parce qu'il y a des fous sur Terre. Et j'y peux rien. Il y a des fous sur Terre. Comment vous avez reçu cette nouvelle consigne de votre nouveau ministre de la Culture, Gabriel Attal, qui interdit l'abaya aujourd'hui, donc cette robe qui cache les formes des femmes, il interdit l'abaya dans les écoles. Il y a 2-3 ans, autant que je me souvienne, il y a une circulaire qui est sortie, Valémécom, on appelle ça comme ça, sur l'abaya qui disait que si cette robe était portée ostensiblement comme un vêtement religieux, il fallait l'interdire. Mais là,
je me mets à la place des profs d'établissement. Comment savoir si c'est ostensible ou pas? Alors parfois c'est certainement évident, je sais pas, c'est possible. Moi j'ai jamais eu le cas. Mais ostensiblement, on peut pas rester là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 2-3 ans après, il dit bon ben on arrête tout, on interdit. Mais moi demain, si j'ai une petite gamine de 16 ans qui vient en robe avec sa petite croix, elle est chrétienne, je vois sa petite croix, évidemment je vais pas interdire sa petite croix, et qu'elle vient avec une grande robe. Soit parce que ça lui plaît, soit par solidarité avec sa copine musulmane à qui on a dit d'enlever sa robe. On a une situation là qui est impossible, enfin, qui est terrible. Je ne sais pas comment font les profs, les chefs d'établissement aujourd'hui, même avec cette interdiction, c'est presque pire. Alors, ostensiblement, c'était difficile à dire ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, mais maintenant interdit. Certains profs ou directeurs disent c'est très simple. Quand on voit arriver une jeune en robe, tu retournes chez toi, te changer, tu reviens à l'école. Alors, ce serait la première fois qu'on interdirait les robes aux filles, quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est pas n'importe quelle robe. La baya, c'est pas n'importe quelle robe. Oui. Enfin bon, après c'est comme le port du voile. Alors pas pour tout le monde. Le directeur du culte musulman, Monsieur Zekri, je suis pas sûr, je crois que c'est lui, a dit que c'était, pour lui, je rapporte ce qu'il a dit, que c'était une robe à la mode. On peut contester, on peut être d'accord ou pas. Je donne pas mon point de vue là-dessus, mais pour lui, c'est pas un vêtement religieux. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, on avait dit, si c'est une robe qui n'est pas religieuse, mais si c'est porté ostensiblement comme un vêtement religieux, on l'interdit. Ouais, mais ça veut dire connaître l'intention de la personne. Voilà, mais c'est impossible. Donc on interdit. Mais l'interdiction, je dis maintenant, on va interdire quoi? À toutes les filles de mettre une robe, donc c'est impossible. Surtout, moi ce que je pense, c'est que, comme on dit, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Honnêtement, pour moi, c'est quoi les problèmes aujourd'hui? C'est les effectifs, comme je vous disais. On aura des petites classes, on s'en sortira tous. Tout le monde s'en sortira. Il faut mettre plus de professeurs, les revaloriser, évidemment un petit peu au niveau du salaire, mais honnêtement, c'est même pas la priorité. Enfin, c'est important, évidemment, mais c'est pas la priorité. Et c'est ça les grandes affaires aujourd'hui. Ok, il y a ce problème-là aujourd'hui, mais c'est un peu, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème n'est pas là-bas. Dans votre bande dessinée, Le plus beau métier du monde, vous abordez cette question du voile d'une manière assez drôle. Ça s'appelle Question de bon sens. C'est une jeune fille qui est là, qui parle avec vous. Alors une jeune fille qui n'a pas le voile, je le précise, qui s'appelle Chirine. Elle dit « Dans mon pays, monsieur, il y a plein de femmes qui manifestent dans les rues parce qu'elles ne veulent pas mettre le voile, mais elles sont obligées. » Vous dites, c'est vrai. Ben ici, monsieur, il y a plein de femmes qui ne sont pas contentes parce qu'elles veulent le mettre, le voile, et c'est interdit. Alors vous lui dites, en fait, en France, les femmes ont le droit de mettre le voile, mais pas n'importe où, c'est comme ça. Elle dit, c'est quand même mal foutu, avouez. Ben alors, je sais pas moi, on n'a qu'à faire un échange, et tout le monde sera content. Un échange, vous lui demandez. Elle dit, oui. Celles qui veulent mettre le voile ici, je leur dirais d'aller dans mon pays, et il faudrait faire venir en France toutes les femmes de mon pays qui ne veulent pas le mettre. Comme ça, tout serait réglé, vous voyez. Et vous dites, tu es sûr que c'est aussi simple que ça? Je ne sais pas si c'est simple, mais en ce moment, c'est compliqué. Voilà, Chirine. Elle était d'où, Chirine? Il me semble qu'elle était d'Afghanistan. Ouais. Ah, c'est une histoire incroyable, quoi. Incroyable. J'étais mais elle était tout à fait innocente et évidemment, son propos ne tient pas trop la route, mais c'était. C'est des histoires vraies. Ah, mais tout est vrai. Tout est vrai. Hein. Ah oui, j'ai mis un point d'honneur à ce que tout est vrai. Alors, j'ai un dessinateur qui est génial, qui s'appelle Eric Doxa. Alors lui, il s'amuse un petit peu. Lui, il est venu dans mon lycée pour rencontrer mes élèves. On s'est régalé. Les élèves savaient pas quoi faire pour être gentils avec lui parce qu'ils savaient que je faisais une bande dessinée. Et lui, ce qu'il fait, c'est que quand il dessine, évidemment, il en rajoute un petit peu. Alors, je lui ai bien dit, on ne sort pas de la vérité. Mais le jour où des élèves vont arracher des plantes sur le rond-point d'en face, et ils m'en amènent en classe, bon, il y a 2 ou 3 pieds il en a rajouté un petit peu plus. Il en a plein la classe. Il en a plein la classe. Alors, c'est plutôt drôle, mais c'est pas, voilà. Là, sur ce plan-là, effectivement, c'est pas l'exacte vérité, mais ils m'ont quand même ramené des plantes du rond-point d'en face. Forcément, ils piquent des plantes pour les amener en classe, quoi. Dominique Reich, comment vous gérez aujourd'hui avec vos élèves cette question des portables? Beaucoup de profs s'arrachent les cheveux, beaucoup de parents s'arrachent les cheveux. Ouais. On a l'impression que le portable est une excroissance du corps des jeunes aujourd'hui. Comment en classe vous gérez ça? Alors c'est très difficile. Alors ce que j'ai essayé personnellement moi, d'instaurer, je ne sais pas si les jeunes professeurs peuvent en tirer quelque chose, mais c'est possible. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. J'utilise le portable à bon escient. C'est-à-dire que le jour où, je sais pas, je dois parler de ce qui s'est passé, je sais pas moi, sur la place Tiananmen, avec ce gars incroyable qui a arrêté une colonne de chars, qui a fait ces images qui ont fait le tour du monde. Quand je parle de ça, forcément, je dis, il n'y a pas quelqu'un là qui peut nous montrer ça. Et forcément, là, ils sortent les portables, ils cherchent, ils ont l'image plus rapidement que moi, ils la regardent, donc le portable devient utile.
Et j'utilise ça dans la mesure du possible, ça marche pas toujours. Dans la mesure du possible, on dit maintenant c'est fini. Les portables utilisés, maintenant on les range. Et ils vous écoutent là, parce que c'est ça le problème. Non, ils ont besoin de regarder sur les réseaux sociaux. Ils m'écoutent de temps en temps. Ouais. Je suis honnête. Ouais. Par contre, ce que je fais aussi dans les classes les plus difficiles, c'est que, par un temps, je m'étais amusé à faire des petits, non, je crois que je l'ai pas raconté dans une bande dessinée, mais dans un autre bouquin. J'avais fait des petites chaises longues, enfin, j'avais trouvé ça, je sais plus dans quel magasin, des petites chaises longues, et j'avais, pour les gens qui utilisaient trop les portables, j'ai dit, bon, hop, chaise longue. Donc, ils mettaient leur portable sur mon bureau, sur la petite chaise longue, comme ça tout le monde le voit, il est pas piqué, parce que c'est encore plus compliqué. Donc, le portable, il le mettait sur la chaise longue, il le reprenait à la fin de l'heure. Alors, des fois, j'avais 3, 4, 5 portables comme ça, ce qui est pas évident, parce que là, il faut arrêter le cours 3 minutes avant la sonnerie, parce que sinon, c'est la panique. Viens chercher ton portable. À toi. Voilà. C'est une grande organisation. Mais c'est un problème, le portable, c'est sûr, en général. Y compris la nuit, parce qu'on le voit bien, il y a des élèves qui dorment pendant les cours. Oui, parce donc, que ça veut dire qu'ils passent la nuit sur leur téléphone portable. Moi j'ai une maman d'élève qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais je lui dis à ma fille qu'elle ne doit pas regarder TikTok jusqu'à 3h du matin. Ah oui, effectivement, 3h du matin, elle pourra pas travailler le matin à 8h. Quoi, c'est le rôle des parents, là, de dire, allez, vous allez poser vos téléphones. Oui, moi, j'ai des enfants, moi, qui ont posé tous les soirs, quand ils étaient au collège, le portable, voilà, en bas, et ils montaient se coucher après, mais voilà. C'est des habitudes à prendre, mais je suis pas après chez les gens. Je peux pas dire aux parents, alors je peux les prévenir, je dis, vous savez, c'est très mauvais. Alors parfois, pour certains, ils le découvrent. Ah bon, mais c'est intéressant que non. C'est pas très, ils ne regardent en 99% que des bêtises, que des films d'horreur, que des. Et ils dorment pendant vos cours. Et ils dorment pendant vos cours. Et après, celui qui dort en cours, évidemment, il va pas dormir longtemps parce que je le réveille, je le prends par l'oreille. Donc soit il se réveille, soit il s'en va, mais donc il a pas trop le choix après. C'est pour ça que je vous disais gentil mais sévère. Dominique Reich, le plus beau métier du monde, vraiment pour vous, ça a été le plus beau métier du monde. Ouais. Je suis bavard, mais là c'est oui. Sincèrement. Ben oui, parce que je vous dis, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce métier? J'ai retrouvé surtout l'ambiance que j'ai connue quand j'étais petit. Avec mon père instituteur, ça m'a marqué évidemment ma vie. Il a hélas disparu très très tôt, donc j'en étais bien malheureux comme tout le monde. C'était un instituteur apparemment formidable. Et donc j'ai toute ma vie, je pense, un peu recherché cette ambiance-là. Je vous dis, j'ai appris à marcher entre les tables. Ça c'est le passé, mais vous, dans ce métier, qu'est-ce que vous avez vraiment le plus aimé? C'est tout frais, vous venez juste d'arrêter, là, c'est presque un arrachement. Mais le passé, pour moi, c'est pareil, le passé, le présent, je vis encore complètement dans mon petit village de Baznier. J'en parle avec mon frère pratiquement quotidiennement. Je sais pas pourquoi, on est totalement marqué par l'enfance, parce qu'il nous est arrivé dans ce petit village avec des parents formidables, mon père, ma mère, voilà. Donc j'essaie de retrouver tout ça. Et vous encourageriez vos enfants à devenir profs? Alors ils le sont pas. Ils n'ont pas choisi ça, mais je m'y serais pas opposé, non. Mais ils ne le sont pas. Non, ils ne sont pas. Il y a une rupture dans la transmission généalogique. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont choisi d'autres branches qui sont aussi peut-être plus sympas. Que diriez-vous alors à des gens qui nous écoutent et qui se posent la question de choisir un métier pour les encourager à devenir prof? Alors, moi je pense que après il faut bien choisir sa voie. Voilà, on peut être plutôt fait... je pense, pour travailler en collège-lycée, mais il y a d'autres branches, puisque voilà, je vous parle de mon expérience en lycée professionnel. Quand on se dit, alors, prof, bon, c'est dur, c'est la galère. Alors, j'imagine prof dans les quartiers difficiles, et j'imagine prof dans un lycée professionnel avec soi-disant des mauvais élèves dans un mauvais quartier. Alors là, ça paraît être l'enfer, et pas du tout. J'espère que je viens de vous expliquer que il faut arrêter avec les idées préconçues. On a effectivement des choses qui se passent mais dans ces quartiers-là, on n'imagine pas ce qui se passe. Il y a une diva, j'ai oublié son nom d'ailleurs, une diva qui fait chanter les petits gamins du quartier. Il y a des éducateurs qui sont là, il y a du théâtre, il y a plus de choses. Il y a de belles choses. Je suis obligé de vous dire quand même que parfois la presse s'intéresse un petit peu plus, c'est normal parce que les gens aiment ça, s'intéressent beaucoup plus aux voitures qui brûlent qu'à la diva qui fait chanter les élèves, et ça je le déplore. Merci beaucoup Dominique Reich de nous offrir cet autre regard sur à la fois les quartiers chauds comme on dit, les quartiers des banlieues, mais aussi votre beau métier, le métier de prof. Je renvoie à cette bande dessinée qui fait souvent sourire que vous avez réalisée avec le dessinateur Éric Doxa, qui s'intitule Le plus beau métier du monde aux éditions Vuibert. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre gentillesse. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.